Bonjour, nous avons créé une grande vidéo pour présenter la partie sémantique de l'analyse euh, globale, on va dire, relationnelle et sémantique. Et cette vidéo-là est la toute première, à savoir la vidéo portant essentiellement sur les théories. C'est quoi pour nous la sémantique appliquée à des études de langage, à des études qualitatives, et donc pour les clients à des études marketing, pour des lancements de produits, pour des études de satisfaction, pour des études du langage et de le comportement des collaborateurs, etc., etc. Eh bien, il y a, pour bien comprendre comment ça fonctionne, et à mon avis, avant de regarder comment fonctionne le logiciel, il faut peut-être avoir un minimum de connaissances et de compréhension de la linguistique et des éléments de sémantique pouvant être utiles dans ce cas de figure. Alors, dans l'écosystème de la nouvelle culture, comment se place Anasip? Je vous laisserai regarder cette vidéo dans la mesure où je ne vais pas lire ce qui est écrit, je pense que tout le monde sait lire, mais la partie Anasip, la partie sémantique, et l'étude de la partie qu'on appelle le contenu. Je rappelle que tout ça fait référence à un axiome de Palo Alto, qui est que dans toute communication, dans tout élément de communication, il y a du contenu. Le contenu, c'est ce dont on parle, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait, et la relation qui est la vision de chaque partenaire de ce contenu. Palo Alto rajoute d'ailleurs que la relation prime toujours sur le contenu et lui donne une partie de son sens, donc ce qui s'appelle en fait de la métacommunication. Bon, ce n'est pas le but ici de parler de l'analyse relationnelle, puisque justement nous parlons que de l'analyse de contenu, donc l'analyse sémantique, l'analyse des mots, l'analyse des thèmes, l'analyse des phrases, et l'analyse de tout cela au sein d'une situation particulière, au sein disons, de catégories de gens qui sont ce qu'on appelle la signalétique, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, etc. Donc, la sémantique, pour nous, vous retrouverez tout cela dans un des cours que vous avez sur la plateforme des cours. Vous retrouverez tout ça aussi sur le site Anasip et bien sûr sur des documents que nous allons envoyer à toutes les personnes intéressées et particulièrement les cabinets d'études qualitatives. Alors, en quoi sont-elles efficaces? Quelles sont les découvertes que nous avons faites à partir de ces études, qui ont commencé, je le rappelle, toutes quand même, en 1973. Alors, première découverte. Le langage d'un sujet est un ensemble fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous interrogeons des gens de façon non directive, c'est-à-dire des questions ouvertes, nous ne parlerons pas aujourd'hui des questions fermées qui pour nous n'ont qu'un intérêt, je dirais, quantitatif quand on veut faire des statistiques sur des grands nombres. Mais lorsqu'on veut savoir le langage d'un sujet, le langage, par exemple, d'un médicament, le langage d'un hypermarché, le langage de n'importe quelle société d'assurance ou autre, eh bien, il n'est pas nécessaire de faire beaucoup d'entretiens. En fait, si nous calculons avec l'ordinateur le nombre, la richesse des mots, des thèmes dans une étude, nous avons à peu près cette courbe. Alors, tenez pas compte des chiffres qui sont en bas, c'est la machine qui le donne de façon automatique. Mais disons que à partir du point 5, comme vous le voyez ici, donc qui est en général dans une étude véritablement qualitative avec une question ouverte où la personne s'exprime de façon totalement spontanée, totalement libre, sans qu'on l'influence nullement,
eh bien, ce point 5 est autour de 20, 30 entretiens. Ce qui veut dire qu'à partir de 20 ou 30 entretiens, comme vous le voyez là, eh bien, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de mots nouveaux, il n'y a pas de thème nouveau, et donc tout ce qui peut se dire sur un sujet a déjà été dit. Alors par prudence, évidemment, on continue un petit peu à faire des entretiens, et puis on arrête. Ce qui fait que quand un client nous demande « mais combien faut-il d'entretiens pour avoir une étude qualitative selon vos procédés valides ?» Quand on est totalement honnête, ce qui arrive quand même, on est un peu contraint de dire, eh bien, écoutez, on n'en sait rien, puisque ça va dépendre de la richesse du langage de votre, qui concerne votre société. Alors, ça peut être, comme je l'ai dit, 20 ou 30 entretiens, ça peut être plus, ça peut être moins. Ce qui est sûr, c'est qu'un langage fini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que cette étude est faite, une fois que les tableaux sont tirés, une fois que l'on voit ce que disent les gens, eh bien, toute personne qui va parler, quand elle nous dit ce qu'elle pense, comment elle voit, comment elle juge telle ou telle entreprise, tel ou tel produit, tel ou tel service, etc., etc., tel parti politique, pourquoi pas, on peut continuer comme ça sans fin, eh bien, quand elle nous a dit tout cela, on sait ce qu'elle n'a pas dit et qu'elle aurait pu dire puisqu'elle n'a dit qu'une partie de tout le vocabulaire, elle a dit qu'une partie de toute la thématique. Donc l'intérêt d'un langage fini, c'est que quand on voit et quand on connaît le fini, eh bien on sait ce qui n'a pas été dit. Alors, savoir ce qui n'a pas été dit, pourquoi c'est intéressant sur le plan marketing? Tout simplement parce que lorsqu'un produit, par exemple, est en perte de vitesse, lorsqu'il est beaucoup moins acheté ou prescrit que d'autres, eh bien, c'est dans le non-dit que, de chaque personne, bien sûr, que nous pouvons trouver les sujets, les arguments, les mots, les phrases qu'il faut écrire, qu'il faut communiquer pour pouvoir élargir la prescription ou l'achat ou la fréquentation, s'il s'agit d'un hypermarché par exemple, du sujet et du client. Donc, cette découverte, en fait, qui est un peu triste, puisque ça veut dire que nous disons tous la même chose au niveau des mots, mais nous disons, chacun d'entre nous le dit différemment. Et c'est en cela que cette découverte va de pair, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, de cette vidéo, cette découverte va de pair avec un autre sujet, qui est que le marketing ne peut être qu'individuel. Ça, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons par ailleurs. Ensuite, ce que je viens de vous dire, voilà comment ici je l'ai illustré. Je vous laisserai regarder tranquillement, mais simplement le non-dit, qui est ce rond marron que vous voyez là, est à l'intérieur du langage général de toutes les personnes qui ont été interviewées. Et donc, ce non-dit, une fois qu'il est connu, il peut être connu, bien sûr, du service marketing, ce qui est capital, ce qui est en tout cas très intéressant pour pouvoir faire des communications adaptées, hein, au lieu de faire des communications à la mode des agences de publicité qui font qui brassent beaucoup de généralités, mais dont l'efficacité reste souvent à démontrer. Là, il s'agit toujours d'intervenir, d'influencer et de convaincre des individus. Hein, donc, on n'est pas dans le même domaine. Eh bien, on voit tout de suite que pour chaque personne, si l'on peut déterminer le rond rouge et les trois petites croix là, de quoi il s'agit, eh bien, on sait aussi en même temps tout ce qu'il n'a pas dit que vous voyez ici sur ce graphique. Donc, en fait, c'est la prolongation de ce qui a été dit précédemment. La deuxième loi, là, il faudra que je corrige un tout petit peu, mais bon, la deuxième loi est la loi de Zipf. Alors, Zipf, c'est un monsieur qui faisait de la statistique lexicale, et qui a découvert que dans les textes assez volumineux, par exemple dans un livre, par exemple dans des discours de personnes,
nous avons, si l'on compte tous les mots, je dis bien tous les mots, c'est-à-dire y compris les mots outils, le, la, de, par, tout, etc., etc., eh bien, nous avons un rapport qui est celui qui est désigné par ce schéma, que j'ai pris d'ailleurs dans une étude réelle. Eh bien, ce schéma dit que le nombre de mots, le nombre de fois où un mot est utilisé multiplié par son rang, c'est-à-dire sa place dans la hiérarchie des mots en nombre quantitatif, tend vers la constante. Bon, dit autrement, de façon plus claire, si le premier mot qui apparaît le plus souvent dans un long texte est dit 1000 fois, on peut penser que le mot numéro 2 sera dit 500 fois, c'est-à-dire 500 multiplié par 2 égale 1000. Le troisième mot, 333 multiplié par 3 égale 1000. Bien sûr, c'est approximatif, c'est pas toujours comme ça, et ça n'est pas comme ça dans une étude moyenne telle que nous la faisons, puisque nous avons tout de suite comme premier travail, si je peux dire, de supprimer tous les mots outils, tous les mots qui ne signifient rien par eux-mêmes. Et donc, nous ne prenons en général que des substantifs, quelquefois des verbes, et quelquefois du qualitatif, des adjectifs, mais beaucoup plus rarement. Chez nous, et c'est écrit à droite, nous avons trouvé dans presque toutes les études, qui sont, je le rappelle bien, des études établies à partir de langage parlé, nous trouvons que 10% des mots d'un texte représentent autour de 80-90% de toutes les occurrences des mots et sont donc présents dans la totalité des phrases. Conclusion, on n'étudie qu'une toute petite partie des mots pour faire une étude parfaitement valide puisqu'elle concerne toutes les phrases retenues, écoutées et analysées. Alors, bon, bien sûr, étudier un langage, en général, nos clients nous demandent assez rarement ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, c'est étudier certaines sortes de clients. Par exemple, pourquoi j'ai des clients qui m'ont quitté, pourquoi j'ai des clients qui prescrivent ou qui achètent très peu et d'autres qui achètent beaucoup. Y a-t-il des catégories selon les âges, selon un certain nombre de CSP, etc., etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la signalétique. Ça n'est pas du langage, mais c'est capital pour déterminer des sous-langages à l'intérieur du langage général. Ensuite, ici, il va falloir que je corrige aussi, comme vous le voyez. Voici un exemple pris dans une étude d'un produit médical, donc d'un médicament, où vous voyez que lorsqu'on croise deux types de thèmes, par exemple en vertical, les thèmes efficacité et tolérance, sécurité de l'emploi, pratique maniable, à quoi on a rajouté bonne communication, bon ça on peut le faire, et que de l'autre côté on demande aux mêmes médecins combien ils ont de malades sous tel produit, moins de 10 à 30, 30, 50 ou plus de 50, eh bien on trouve que le thème pratique maniable augmente avec le nombre de malades. Alors, nous ne sommes pas des psychologues, on laisse aux autres les interprétations. L'étude ANACIP, la sémantique telle que nous l'entendons, est une méthodologie qui n'interprète pas, ou en tout cas le moins possible. Et donc, nous ne dirons pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de malades qui disent que c'est pratique, ou si c'est parce que c'est pratique qu'il y a beaucoup de malades, et d'ailleurs, ça nous est complètement égal. Mais ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir constater que les thèmes pratiques maniables, ce qui veut dire c'est un médicament qu'on peut donner facilement sans avoir à prévenir les malades, etc., etc. On peut augmenter la poso, baisser la poso, enfin bon, toutes ces choses-là, et bien que pratique maniable est un indicateur très net de la tendance à prescrire beaucoup. Donc, voilà quelques idées, voilà quelques petites choses qu'on a découvertes. Et peut-être le plus important, je ne sais pas, c'est que ANACIP, en tant qu'étude de langage, peut prévoir les comportements futurs.
C'est un pléonasme, on prévoit toujours que le futur, bien sûr. Le passé, c'est assez facile à prévoir. Qu'avons-nous là? Alors, je prends toujours un exemple qui m'amuse. Admettons par exemple que j'ai une copine qui adore aller dans un restaurant, c'est son restaurant favori, elle y va tout le temps, etc., etc. Dans cette étape-là, son langage, que vous voyez ici en bleu foncé, est au maximum de la satisfaction. Les mots qu'elle utilise, les thèmes qu'elle utilise, la façon dont elle en parle, je dirais l'enjouement et tout ce qu'on voudra et tout ce qu'on a voulu bien trouver et noter dans notre étude qualitative se trouve au top niveau. Bon. Si l'on continuait à la faire parler de son restaurant favori, on va s'apercevoir que son langage, très vite, on va dire ici le mois 2, et commence à baisser. À ce moment-là, elle ne s'en rend pas compte. Je veux dire que l'ordinateur, lui, qui compte les mots, qui peut compter des millions de mots sans rien dire, sans faire grève et sans tomber malade, eh bien, il nous dit ah oui, mais il y a tel ou tel indice qui baisse, et c'est quand même curieux. Et comme vous le voyez, la deuxième courbe qui est bleue un peu plus claire, elle ne bouge pas. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas que son langage est en train de capoter. Ensuite, les choses continuent et elle commence à le savoir. Et puis, pour finir, eh bien, le comportement, brutalement, avec un certain retard sur son langage, brutalement, le comportement évolue. Et donc là, elle devient consciente. Et elle dit, oui, bon, ben, effectivement, j'aime bien ce restaurant, mais d'un autre côté, c'est un peu cher. La serveuse est pas toujours très aimable. Et puis l'autre jour, ils m'ont amené ma viande qui était froide, etc., etc. Et puis en bout de course, eh bien, là, c'est le moins 15, mais ça peut se produire au bout de 6 mois, au bout d'un an. Eh bien, elle va ailleurs. Elle ne va plus dans ce restaurant ou très très peu parce que je dirais que le restaurant a fait son temps, en tout cas en ce qui la concerne. Eh bien, ça, on le trouve tout le temps dans les médicaments, dans les produits, n'importe quelle étude que l'on peut faire. On trouve toujours chez un consommateur ou chez un prescripteur cette courbe qui est une courbe qui part du haut lorsqu'on est un fanat de cette chose, celui qui va chez Leclerc tout le temps, tous les jours, et qui veut pas aller ailleurs, c'est un fanat, il va tout à fait en haut. Mais pour Leclerc, l'exemple n'est pas très bon, parce que si c'est une petite ville où il n'y a pas d'autres magasins, évidemment, c'est Leclerc ou les marchés. Donc, au bout d'un moment, les choses commencent à évoluer. Eh bien, j'ai personnellement eu l'occasion de travailler ça à plusieurs reprises, lorsque nous faisions avec mon équipe de l'époque des études tous les 3 mois, tous les 6 mois, voire tous les ans. Et effectivement, il m'est amené à plusieurs reprises de conseiller à mes clients de faire une certaine action. Ils comprenaient pas pourquoi, parce qu'ils me disaient oui, mais en ce moment ça cartonne, le produit marche très très bien, et vous me dites qu'il faut que j'insiste sur tel ou tel point, etc. J'ai dit oui, il cartonne maintenant. Mais si vous faites rien, dans 3 mois ou dans 6 mois, vous allez voir qu'il va commencer à dégringoler. Ça, c'est pour faire le mot de la fin, à savoir que j'exhorte toujours mes clients, j'ai exhorté toujours mes clients, et ça n'est pas pour des raisons seulement financières, à faire des études quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, on a un élément fondamental, c'est quel est mon langage quand tout va bien, et parce que lorsque ensuite ça va beaucoup moins bien, on pourra comparer et donc à partir de là, voir exactement ce qu'il faut faire pour redresser la barre. Voilà, c'était la première partie, la partie théorique qui a pris quand même presque 20 minutes. Je vous remercie de l'avoir écouté. Et si maintenant vous en avez envie, on va voir un exemple à partir d'une étude que nous avons réalisée sur 300 clients d'hôtels concernant 3 hôtels différents. Voilà, merci et à bientôt.